Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo autour de Vikings Valhalla saison 2. Donc aujourd'hui, je vais chroniquer la série dans sa globalité, enfin la saison 2 dans sa globalité. Puisque j'ai oublié de préciser un truc quand j'ai fait ma vidéo sur les séries que j'attendais le plus cette année et que j'allais chroniquer cette année, c'est que j'ai deux façons de chroniquer les séries télé. Alors effectivement, comme dans le cas de mercredi, de The Last of Us, de Detox qui viendra prochainement, ou encore de séries comme... j'ai pas les noms en tête de toutes les séries, mais en gros, toutes les séries dont c'est la première saison, je les chronique épisode par épisode, comme vous avez déjà vu avec The Last of Us ou Mercredi. Voilà, donc Mercredi qui est fini d'être chroniqué, et The Last of Us pour l'instant qui est chroniqué au fur et à mesure que des épisodes sortent. Voilà. Et ce que je voulais dire de plus, c'est que oui, les séries qui sortent pour une saison 2 ou 3 ou 4, comme là, Vikings Valhalla, c'est une saison 2. Il y a peut-être, je sais pas, Love, Death and Robots qui nous sortira une saison 4. Peut-être saison 2 de All of Us Are Dead, enfin normalement saison 2 de All of Us Are Dead cette année, normalement saison 2 de Sweet Home cette année. Et dans ces cas-là, comme vous allez le voir aujourd'hui, on va juste chroniquer la saison dans sa globalité. Par exemple, dans le cas de Vikings Valhalla, je vous mettrai ça en description, mais j'ai déjà fait une vidéo bilan de la saison 1 quand elle était sortie, donc il y a 1 ou 2 ans. Et du coup, pour les autres séries, par exemple Sweet Home, on n'a jamais chroniqué, on avait fait une vidéo mais qui avait été bloquée à cause d'extraits et on n'a jamais eu... Enfin, on n'a jamais réussi à supprimer le passage avec les options de YouTube, et puis on s'est dit bon, on la refera plus tard en mieux. All of Us Are Dead, j'avais commencé à écrire le script et finalement j'avais jamais sorti de vidéo dessus, ou peut-être quand même une vidéo globale, je sais pas. Par exemple Money Heist Korea, s'ils sortent une saison 2, c'est sûr, j'avais commencé à écrire le script et après ça me plaisait pas et du coup j'avais pas sorti de vidéo pour Money Heist Korea. Enfin bref. Dans le cas de saison après la saison 1, on fait des bilans pour la simple et bonne raison, c'est qu'à un moment je reviendrai sur la première saison en détail épisode par épisode, et forcément c'est mieux de commencer à développer les choses à partir de la saison 1 qu'à partir d'une saison 2 ou saison 4 ou saison 6, enfin bref, c'est mieux de partir du début pour décortiquer une série, puisque forcément il y a des détails, on peut revenir sur ce qui s'est passé avant, spoiler des trucs ou des choses comme ça pour des gens qui n'auraient pas vu, donc je préfère revenir plus tard. Donc là on va faire un petit bilan global de la saison 2 d'une manière différente de d'habitude, et, et du coup prochainement quand j'aurai du temps, je reviendrai épisode par épisode sur la saison 1 de Vikings Valhalla, et ensuite on reviendra épisode par épisode sur la saison 2. Mais voilà, faut pas s'attendre à ça tout de suite, ça prendra du temps.
Donc, effectivement, on va faire ce bilan en traversant les parcours de personnages. Donc, un peu de ceux que j'ai le moins aimé à ceux que j'ai le plus aimé. Voilà. À commencer par le parcours d'Olaf. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas regardé la saison 1 avant de voir la saison 2. Donc, j'avais plus trop de souvenirs de qui était qui. J'ai même pas de souvenirs de ce qui s'est passé dans la saison 1. Voilà. Euh, et du coup, on suit pendant une partie Olaf, donc qui est prisonnier, qu'on nous fait croire qu'il va être condamné à mort, et finalement non. Donc, à un moment, ils sont en train de préparer une potence. Finalement, tu sais même pas pour qui ça va être, quoi. Bref. Et au final, on a le roi Sven à la barre fourchue, là, ou un truc comme ça, qui va demander à Olaf de devenir le bras droit de son petit-fils Sven, et de lui dire en gros, tu protèges mon petit-fils, ou neveu, ou non, petit-fils plutôt, je pense. Voilà, tu le protèges comme si c'était la prunelle de tes yeux, parce que s'il arrive un truc à mon petit-fils, eh ben, il arrivera une chose à ton fils, à toi. Donc voilà, moi je suis protecteur de ton fils. S'il arrive quelque chose à mon petit-fils, le tien il payera pour ce qui est arrivé à Sven. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu con parce que pourquoi Olaf? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Hein je comprends pas. Après, encore une fois, j'ai plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé dans la saison 1. En tout cas, Olaf est portrayé comme un traître au début de la série, euh, enfin de la saison 2. Mais voilà, c'est juste bizarre. Le gars, il devient un bras droit de Sven, même si en soi, il va plus diriger Kattegat et le royaume que Sven lui-même. Voilà, il va passer son temps, du coup, à vouloir traquer Harald et Freydis. Mais apparemment, on veut plus à Freydis, donc sûrement lié à des choses passées en saison 1 dont je n'ai absolument aucun souvenir. Euh, mais voilà, du coup, il va juste passer leur temps à les traquer, ce qui va le pousser à se rendre en Russie, où en Russie il va rencontrer son oncle qui va lui dire, bah voilà, ton frère il est parti vers Constantinople, voilà, avec une sorte de traîneau géant. euh, et puis du coup il va lui dire, je veux que tu nettoies un peu la Baltique et l'ouest des sortes de pirates, sortes de vikings pirates. Euh, voilà, histoire que le commerce fonctionne comme il faut, puisque le commerce à Constantinople est bloqué. Ce qui fait que du coup Olaf va finir par se rendre à Jomsborg. Voilà, alors je spoil tout, je le dis tout de suite, hein, voilà, vaut mieux avoir vu la saison 2 pour regarder cette vidéo, puisqu'il y aura des spoils par rapport à certains passages, notamment sur certaines morts et tout ça. Donc si vous voulez pas être spoilé là-dessus, je vous conseille de regarder la série avant, ou sinon, bah, si comme moi vous vous en fichez des spoils, voilà, euh, bah, continuez à regarder la vidéo, parce que moi honnêtement être spoilé, j'en ai absolument rien à faire. Euh, Bref. Ça va le pousser du coup à se rendre à Jomsborg, à affronter Freydis et à se faire embrocher par Freydis, parce qu'elle va lui enfoncer une lance en plus bien en dessous des bras qui va clairement traverser soit les deux poumons, soit un poumon, un cœur, enfin bref, le mec bien embroché et qui ne rentrera jamais à Kattegat pour se taper la mère de Sven, parce qu'il se l'est tapé juste avant de partir. Bref, c'était la partie dont j'en avais absolument rien à foutre, hein. Franchement, le parcours d'Olaf, euh, je sais pas qui a pu trouver ça intéressant, mais moi, surtout que dans la finalité, en fait, c'est très con parce qu'on débute la série où il est censé se faire buter, tout ça pour qu'il n'ait absolument aucune évolution de personnage, juste traquer des gens et finir par crever comme il aurait dû le faire au début de la série, enfin de la saison. Bref, pas du tout intéressant la partie sur Olaf. Ensuite, une autre partie que j'ai trouvée inintéressante au possible, c'est le parcours de Emma, euh, voilà, reine d'Angleterre, et de Goodwin. Alors, eux deux, mais waouh. Pourtant, j'aime bien je parle pour tout le monde hein, dans la série, et j'aime bien les acteurs et les actrices, ils jouent très bien. Bon, j'ai quand même un petit coup de cœur pour Frida Gustafsson parce que je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une très bonne actrice et tout.
Donc voilà, c'est très différent. Mais en soi, je les aime tous. Mais le scénario par rapport à ces deux personnages, mais c'est horrible, c'est horrible. Parce que du coup, on commence, on a Emma qui doit manger l'hostie pendant une prière là. Et du coup, Godwin va l'empêcher de la manger parce que il a remarqué qu'il y avait un truc bizarre qui se passait, d'un mec qui était qui a voulu empoisonner la reine. Et du coup, ça va pousser Emma à se poser des questions, à vouloir comprendre qui a voulu la buter. Elle va rentrer dans une psychose. Sauf qu'au lieu d'être reconnaissante envers Goodwin de l'avoir sauvé, elle va juste le soupçonner à mort. Au point parce que ils vont juste réussir à avoir un nom qui s'appelle l'ours. Et c'est tout ce qu'ils vont avoir comme information en torturant à mort le gars qui a tenté de tuer Emma de Normandie. Et du coup, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'en fait, elle va juste soupçonner Goodwin, elle va juste partir dans sa tête, mon sauveur, c'est le mec qui a voulu me tuer. Et même à un moment, Goodwin lui dit, mais pourquoi vous me soupçonnez? J'ai été fidèle envers vous, j'ai tout fait pour vous sauver, pour que vous restiez en vie, qu'est-ce que vous avez contre moi? Et même elle est là, j'ai rien contre vous, mais je suis sûr que c'est vous. Et tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Parce que vraiment, tout le long de la saison, elle est juste en mode, je suis sûr que c'est lui mon tueur. Enfin, qui a tenté de me tuer, mais qui a quand même essayé de me sauver parce que c'est n'importe quoi. Du coup, Emma va aller jusqu'à torturer une de ses servantes euh, qui, du coup, est en relation cachée avec Goodwin. Et elle va la torturer à mort. Enfin bref, c'est son bourreau qui va torturer à mort la servante, mais elle va quand même être là. Elle va quand même regretter la mort de la servante, mais pas de soupçonner Goodwin. Elle va même partir dans le Sussex avec son bourreau, où ils vont rencontrer une personne qui va parler du passé de Goodwin, qui va parler de l'ours qui a élevé Goodwin. Sauf que quand ils vont rencontrer l'ours est mort. Voilà, mais mort de vieillesse. Et Emma va rester bloquée sur le fait que Goodwin est celui qui veut sa mort. Bref. Et effectivement, Goodwin, lui, va un peu avoir de la chance puisque Knut va faire Canute va faire son retour. Puisque ça s'écrit Knut, mais à chaque fois ils disent Canute, je comprends pas. Mais Canute va faire son retour et il va marier du coup Goodwin à sa nièce du coup qui est Gita, un truc comme ça, une princesse qui est plutôt cool pour une viking. Euh, et, euh, et du coup voilà, le rêve de Goodwin peut se concrétiser puisque s'il arrive à avoir des enfants avec cette femme, il aura un enfant qui peut devenir roi, qui est le rêve de Goodwin. Voilà, je pense que c'est pour ça que Emma soupçonne à mort Goodwin, parce qu'elle pense sûrement qu'elle veut que le fils de Goodwin, s'il arrive à en avoir un, prenne sa place. Donc c'est plus de la psychose mal placée, plus qu'autre chose. Euh, voilà, enfin bref, de toute façon, même une fois que, que Canute a fait de Goodwin un membre de la famille royale, euh, bah, Emma a beau dire oui, je le soupçonne plus et tout, sauf que elle a quand même volé la bague de l'ours pour l'offrir en cadeau à Gita et du coup oblige Gita à porter l'anneau. Euh, voilà, et forcément Goodwin va très bien comprendre le message. Euh, et au final, ce qui est encore plus con, c'est que quand la saison se termine, on n'a pas de révélation, pas de réponse. Si ça se trouve, quand il y aura la saison 3, ils vont juste passer à autre chose. Donc bref, on nous fait chier avec un putain de complot qui n'a aucun sens, pour en plus ne même pas avoir de réponse. Pour même pas nous dire oui, c'est vraiment lui qui
qui complote contre la reine, parce que certes, des gens pourraient se dire, bah oui, on a toutes les preuves quand même que c'est lui, parce que l'ours a élevé Goodwin, mais c'est pas parce que l'ours a élevé Goodwin que c'est forcément enfin que c'est forcément Goodwin qui fait partie, euh, je veux dire, qui fait partie du complot. Il y en a qui ont dit oui, enfin qui ont vu que Goodwin avait donné de l'argent à l'ours et tout ça, mais on a vu que l'ours vivait dans un taudis pourri. Donc l'argent que Godwin a pu donner à l'ours, ça peut être de l'argent pour vivre mieux et pas forcément pour assassiner la reine. Donc en fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Et c'est possible que plus tard on ait une saison 3 et que soit on passe à autre chose, ou soit on n'ait toujours pas de réponse là-dessus. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Ensuite, on passe à un parcours beaucoup mieux, qui est le parcours de Harald et de Leif Erikson. Donc au début, les deux personnages sont séparés. On a Harald qui vit caché avec Freydis, mais qui veut poursuivre son destin de devenir roi de Norvège au lieu de rester caché. Leif Erikson, lui, je crois que la première scène, c'est avec lui qui est en train de traquer et tuer des gens. On ne sait pas pourquoi, je crois qu'on ne saura jamais pourquoi. Ensuite, on le voit à Kattegat vouloir tuer Olaf. Donc forcément, il ne le fera pas quand il va voir que Olaf devient le bras droit de Sven. Euh, et finalement, quand il voit que Olaf demande la capture de Freydis et Harald, il va retrouver le duo, tuer les poursuivants du duo, et voilà. Ensemble, ils vont essayer de fuir, notamment tombant sur Joronder, avec une scène qui est totalement abusée, ça n'a aucun sens, euh, parce que genre il y a des armes de siège dans les bateaux, alors que les bateaux vikings, j'ai déjà navigué sur une réplique officielle d'un navire viking norvégien. T'as pas la place pour mettre une arme de siège. Clairement pas. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, t'as à peine de la place pour l'équipage, ensuite pour mettre les pactages, enfin, de quoi se mettre pour se protéger s'il y a une tempête ou quoi que ce soit, mais t'as pas la place pour mettre des armes de siège sur un navire viking, enfin, c'est n'importe quoi. Alors certes, il y a des navires vikings qui sont un peu plus longs que d'autres, ils font pas tous la même taille, ils ont des noms un peu différents. Je ne dirais pas le mot andé parce que pendant mes études nordiques, on nous interdisait de prononcer ce mot, puisque mot jamais prononcé par un nordique, hein, ça n'existe pas chez les nordiques. Voilà, donc le mot andé pour signifier les navires est un mot purement français de la littérature française et que je n'utiliserai pas, puisque pas un réel mot viking. Voilà. Mais ça n'a aucun sens d'avoir ce genre d'arme sur un navire. Bon, ça va permettre à Freydis de s'enfuir avec Joronder et du coup à Leif Erikson et Harald de partir vers la Russie euh, pour suivre leur but commun. Voilà, déjà de rester en vie. Et notamment, Leif et Harald veulent monter une armée pour ensuite reprendre la Norvège. Du coup, Harald pense pouvoir l'obtenir en allant voir son oncle, dont j'ai oublié le nom, hein, j'ai oublié plein de noms de toute façon. Et en fait, son oncle va refuser du fait que la route vers Constantinople est fermée à cause des Péchénègues et que la Baltique et tout ça est plus ou moins emmerdée aussi avec les sortes de pirates qui sont notamment les mecs de Josburg. Et du coup, mettant plus en avant le commerce, enfin oui, non, du côté de la Baltique, quand il parle à Harald, c'est pas vraiment les pirates qui le dérangent, en fait, c'est surtout le fait que Sven, à barbe fourchue là, contrôle une grosse partie du commerce de l'Ouest, et que du coup, c'est clairement la pire chose à faire de déclencher une guerre contre eux quand c'est ton seul commerce, puisque de l'autre côté, la route vers Constantinople est bloquée par les Péchénègues,
et que bah, du coup tout ce qui te reste c'est l'ouest, et que l'ouest est contrôlé par les vikings de Sven, et que bah, forcément tu peux pas rentrer en contact, enfin en guerre avec ceux qui te nourrissent globalement. Euh, donc l'oncle refuse, ce qui va pousser Harald à constituer sa propre équipe pour se rendre à Constantinople lui-même et demander une armée directement. Enfin, ce qu'il veut en gros, c'est prendre des, euh, des fourrures, les emmener à Constantinople, les vendre et se constituer une armée avec l'argent qui se fera à Constantinople. Et en même temps, s'il libère la route de Constantinople, il peut demander une faveur à son oncle, puisque ayant réalisé l'impossible et rouvert le commerce vers l'Est. Euh, voilà. Euh, Même si techniquement, Constantinople, c'est peut-être plus le sud de la Russie. Je sais pas trop. Attends, où est-ce que c'est placé, Constantinople? Bon, je sais plus. Bref. Lee Fexton lui va tomber amoureux d'une femme qui est, on apprend un peu plus tard, qui est malade et qui veut retourner à Constantinople. Voilà. Et du coup, un petit groupe va se former composé de Harald, de Lee Ferrickson, de la femme dont est amoureux Leif, de deux sortes de malfrats qui faisaient des combats avec des paris dans cette petite ville de Russie dont j'oubliais le nom. On aura un riche avec sa fille qui doit emmener un trésor très important à Constantinople et surtout à l'empereur de Constantinople. Et on aura également un esclavagiste avec ses esclaves. Et déjà là pour moi il y a un truc qui me pose problème, c'est que quand Harald il choisit d'aller voir ce gars-là, tu te dis pourquoi lui? Parce qu'il y a plein de navires côte à côte. Donc pourquoi aller chez le mec le plus pourri de la ville, quoi? Pourquoi ne pas avoir pris un marchand ou quelque chose comme ça? Pourquoi un esclavagiste, quoi? À part pour avoir une sorte d'antagoniste dans le bateau, une petite raclure, je ne vois pas trop l'intérêt de l'esclavagiste, quoi. Parce qu'il y aurait pu y avoir des marchands ou n'importe quoi qui aurait pu être acheté par Harald. Donc voilà, bon. Voilà, c'est le choix qu'ils ont fait, mais bref. L'équipe devra donc prendre la route et vont vivre différentes aventures, comme faire face à la fonte des glaces, puisque au début ils suivent une rivière glacée, donc le navire est posé sur une sorte de traîneau tiré par des chevaux. Et le truc c'est que bah, plus le temps passe, plus la rivière se dégèle. Et ils vont devoir faire face au dégel de la rivière qui va mener au moins à la mort d'une personne. Le froid également va tuer une personne. Ensuite, ils vont devoir faire face au vareg à un moment donné en faisant une petite pause. Voilà, les varegs qui vont foutre la merde. Voilà, en plus vareg et trahison de l'esclavagiste. Voilà, ce qui va mettre un peu de piment dans leur aventure. Ensuite, il y a le passage de la cascade, qui est un moment plutôt sympa, puisque bah, qui va faire suite, enfin qui est un peu sur ce moment avec les varegs et tout, mais où d'un coup, ben, tout le monde est en mode, bah non, on veut pas, en fait, on veut plus faire la route. Parce que la cascade, elle peut tous nous tuer, et nous, on n'a pas envie de mourir. Surtout qu'entre les jeunes filles esclaves et certains personnages, il commence à y avoir des relations amoureuses, des trucs comme ça. Et Harald, lui, va absolument partir. Et en fait, il a besoin de comprendre que bah, les autres ont peur de perdre quelque chose, en soi leur vie. Et du coup, il va devoir se débarrasser de ses fourrures pour comprendre que voilà, faut qu'il se mette au niveau des autres. Parce que même si lui, il n'a pas peur de mourir, il tient à ses fourrures pour construire cette armée. Et du coup, il a besoin de se mettre au niveau en mettant de côté ce dont il tient le plus dans ce voyage. Passage plutôt intéressant. Et du coup, il y a aussi l'affrontement avec les Pecheneg qui est plutôt intéressant. Et voilà, une petite torture du côté d'Harald, hein, mais voilà, c'était un passage assez cool. Oui, j'oublie qu'il y avait un Pecheneg aussi dans l'équipe, un Pecheneg l'aveugle. Dans la petite équipe qui en fait connaît tous les lieux et tout et qui permet enfin qui est une sorte de navigateur quoi.
Et finalement, ils vont avoir la surprise de la rencontre de l'empereur de Constantinople qui va venir à eux-mêmes, ayant entendu parler de leur récit. Alors tu ne sais absolument pas comment il a pu entendre parler de leur récit, hein. Franchement, on se le demande, puisque la route vers Constantinople est censée être bloquée, donc comment ils ont pu entendre parler de ce récit? Voilà. Et au final, on va se rendre compte que la fille du Richoux qui est mort, euh, en fait, est destinée à se marier avec je ne sais plus qui, mais en gros, à devenir quelqu'un, enfin une personnalité royale. Voilà, alors qu'elle commençait à avoir une relation avec Harald. Bref, c'était plutôt sympa. Moi, j'ai pas mal aimé ce parcours, des petits passages un peu longs et tout. Mais, enfin, surtout, quand ils commencent leur périple, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai que toute la partie où ils sont bloqués en Russie avant de partir, c'était pas forcément le plus intéressant. Mais en soi, j'ai plutôt bien aimé. Et le dernier parcours, c'est celui de Freydis et de Yorander. Donc pour Freddy, j'ai déjà un peu parlé de début de son histoire sur la partie précédente. Quant à lui, Yorander, en fait, il apparaît d'abord à Kattegat en allant voir Leif Erikson en disant qu'il veut trouver Freydis, étant une des dernières survivantes, enfin la dernière survivante parmi les, je sais plus comment ils appellent ça, des personnalités venant d'Uppsala. Au début, ils en ont un peu peur, mais finalement, ils vont lui faire confiance. Et lors du sauvetage, du coup, euh, il va emmener Freydis avec lui à Jomsborg et Freydis, voilà, souhaitant se rendre utile et sauver les gens, puisqu'elle a un peu, au tout début, ce complexe en mode je suis censé aider les gens avec mon statut, et au final, bah, je ne fais rien pour eux, je suis obligé de les laisser tomber. Et on sent que ça la travaille au début de la saison. Et au final, du coup, elle part à Jomsborg en pensant pouvoir le faire. Ce que j'aime bien avec Jomsborg, c'est que c'est un délire que j'aime bien dans des films ou des séries. C'est ce côté où tu arrives dans un lieu qui semble idyllique, voilà, et qu'au final tu te rends compte qu'en réalité tout le monde te ment et que c'est un véritable enfer. Et j'aime beaucoup ce genre de lieu. Et Jomsborg, c'est clairement ça. Puisque Freydis va très rapidement se rendre compte de la supercherie qu'est cet endroit, parce que Jomsborg est un endroit où en fait vivent des vikings euh, qui sont juste toujours dans les anciennes croyances, donc des dieux païens, contrairement à Olaf, Sven, Canute, tout ça, qui eux sont plus pour Dieu. Voilà, donc qui crée une différence de culture. Et en fait, les Vikings de Jomsborg en fait se rendent parfois dans la Norvège pour sauver d'autres païens comme eux, mais les enferment en dehors de la ville, dans d'autres lieux, soi-disant pour les protéger, les aider à se remettre bien, alors qu'en réalité, ils servent juste d'esclaves pour créer des armes et tout. Harrecker ne voulant pas euh, mélanger son peuple à ceux qui sont en train de sauver de temps en temps. Du coup, Freydis va tenter quand même de se battre pour que le peuple de Jomsborg et les gens sauvés vivent en harmonie. Yorander va plutôt être de l'avis de Freydis puisqu'il est lui-même amoureux d'une de ces femmes qui sert un peu entre guillemets d'esclave. Euh, Sauf que bah, Harrecker qui avait disparu, et la scène elle est assez horrible dans son genre, euh, puisque en fait Harrecker a disparu et Freydis va réussir à réunir tout le monde pour faire une prière afin que Harrecker retrouve sa route vers Jomsborg. Sauf que bah, Harrecker va retrouver sa route et il va commettre un massacre en tuant plein de gens parmi ceux qu'ils avaient sauvés avant. Et du coup, à partir de là, bon bah là, c'est réglé. Harrecker, c'est une ordure. Jomsborg n'a absolument rien d'un lieu idéal. On comprend absolument tout à partir de ce moment-là, même si on sent avec le temps quand même qu'il y avait déjà des petits indices et tout. Mais là c'est vraiment fait quoi. Il y a plus de sous-entendu. Euh, tout est
tout est là. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que Freydis va s'enfermer pour accoucher de son fils. Harrecker va demander à Yurander de prouver sa fidélité en tuant Freydis, puisqu'Harrecker lui veut juste le bébé, et il veut tuer Freydis pour qu'elle ne soit pas une gêne, et qu'elle retourne le peuple contre lui notamment. Sauf que du coup Yurander va réussir à faire sortir Freydis de Jomsborg, il va voler le bébé, sauf que tout ça était un piège de Harrecker. Voilà, donc Yurander va être arrêté et jugé pour trahison. Harrecker voudra le tuer, sauf que les anciens vont décider de le bannir et de lui couper une main. Voilà, tandis que Freydis, elle va être soignée, va d'abord se cacher et être soignée de par son accouchement difficile. Pour parler vite de son accouchement, si certains trouvent que le fait qu'elle accouche toute seule est abusé, je vous assure que ce n'est pas le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une histoire en Autriche, je crois que c'est après la Seconde Guerre mondiale, où un homme a décidé de créer un bunker dans son jardin, en prétextant les attaques nucléaires qu'il y a eu au Japon, pour au cas où faire son bunker. Donc, c'est un délire comme ça. Sauf que du coup le gars va enfermer sa propre fille dans le bunker, il va la séquestrer, il va la violer à plusieurs reprises, et cette jeune femme va accoucher de plusieurs enfants toute seule. Et quand je dis toute seule, c'est vraiment toute seule, parce que le gars il peut pas l'envoyer à l'hôpital pour accoucher, puisque sinon elle va balancer qu'elle est séquestrée depuis je sais pas combien de temps. Bon, au final, c'est à cause d'une maladie d'un des enfants qu'il va quand même, au bout d'un moment, envoyer sa fille à l'hôpital et qu'elle va tout balancer, que le gars va être arrêté. Mais voilà, je tiens quand même à dire que accoucher, qu'une femme accouche toute seule sans aide, c'est possible. C'est déjà arrivé plein de fois dans la vraie vie. Bon, là, dans l'histoire que j'ai racontée, c'est très court et c'est une histoire horrible, mais cette femme-là, elle l'a fait, elle a accouché de plusieurs enfants toute seule sans aide. Et je pourrais vous mettre en lien la vidéo que j'ai vue, qui en a parlé, qui est absolument horrible. Donc voilà, les gens sensibles, ne la regardez pas. Parce que la vidéo il sera beaucoup plus détaillée et précise que ce que moi je viens de raconter, mais ça revient. Mais l'important, c'est que accoucher seul est possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais s'il y en a qui ont besoin de plus de preuves, allez voir l'autre vidéo que je vous mettrai en lien, et vous verrez que si pour vous c'est complètement fake et abusé, je peux le comprendre, honnêtement je peux le comprendre, mais vous verrez que ça n'est pas le cas. Voilà. Par la suite, du coup, Freydis, voulant absolument récupérer son fils, va pas chercher à reprendre des formes. Alors ça, j'ai trouvé ça complètement con. Je peux comprendre qu'une mère veuille absolument récupérer son gosse. Mais au bout d'un moment, on reprend des forces. T'es une des meilleures guerrières au bouclier, donc cherche pas à te battre alors que t'es encore hyper faible. Je veux dire, tu reprends des forces, tu défonces tout le monde, donc voilà. Je sais pas pourquoi ils ont voulu aller aussi vite, mais en tout cas, Freydis va juste se ramener alors que tout le monde pense qu'elle est morte, puisque pendant le procès de, de Yurander, en fait, il va surtout être accusé d'avoir tué Freydis. C'est un peu pour ça qu'il est banni. Sauf qu'au final, les gens vont se rendre compte que Freydis est bel et bien en vie. Et du coup, elle va affronter Harrecker. Harrecker forcément aura le dessus, puisque Freydis ne s'est toujours pas remis de ses blessures et de son accouchement. Et du coup, finalement, Harrecker va finir par se faire lyncher par son propre peuple et mourir comme ça. Yurander, lui, il va être récupéré par Olaf en pleine mer sur son petit canoë, et il va aider Olaf à trouver Jomsborg, voulant se venger de Harrecker, parce que pour lui, Freydis est morte, puisqu'on lui a donné tous les indices de la mort de Freydis. Donc lui, il veut juste venger son bannissement, venger la mort de Freydis,
et buter Harryker. Sauf qu'il voit pour lui, il sait pas que Harryker est déjà mort et que Freydis est en vie. Ce qui fait qu'au final, Yurander va trahir Olaf et sera tué par le bras droit d'Olaf, même s'il réussira, avant de mourir de ses blessures, à tuer le bras droit d'Olaf. Ensuite, du coup, Freydis va affronter Olaf, après avoir brûlé en partie l'armée d'Olaf. Du coup, Freydis va réussir à tuer Olaf, ce qu'elle voulait faire depuis un petit moment. Enfin, du moins, que ce soit Freydis ou Leif Erikson, ils ont l'air d'être d'accord pour se dire que Olaf mérite de mourir depuis le début de la saison. Donc bon, voilà, maintenant c'est fait. Et ensuite, elle va laisser Sven en vie et mener un pacte avec la mère de Sven. Enfin, je crois que c'est la mère de Sven, ou bref, mère ou grand-mère, afin qu'il y ait la paix entre Kattegat et Jomsborg, et elle va plus ou moins réussir à créer l'harmonie qu'elle voulait à Jomsborg. Donc voilà plus ou moins pour le parcours de Freydis. Donc on va maintenant conclure la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'en ai réellement pensé de cette série ? Eh ben, je l'ai trouvée plutôt bonne. Comme la saison 1, de mémoire, j'ai trouvé ça bien. Quand tu la regardes, c'est pas mauvais. Honnêtement, c'est pas mauvais. On passe un bon moment devant. Et encore une fois, bon, moi je suis un énorme fan de Frida Gustafsson, donc effectivement, quand je la vois, je suis pas objectif. En même temps, est-ce que l'objectivité existe réellement dans notre monde ? Ça, c'est une bonne question. J'ai un camarade de classe, qui est un bon pote, qui fait un mémoire sur l'objectivité. Je pense qu'il a plus la réponse que nous, hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand Freydis est là, je suis pas du tout objectif. Et de toute façon, c'est impossible d'être objectif. Mais la série, en fait, il y a deux façons de la regarder. Soit la regarder de la façon qu'elle est vendue par les showrunners, par les producteurs, par les diffuseurs, donc Netflix. Parce que quand on va sur Netflix et qu'on tape Viking Valhalla, on a tendance à voir dans les genres que c'est une série historique. Alors effectivement, quand on regarde du côté historique, c'est complètement pété, c'est clairement de la merde, hein. Franchement, que ce soit Viking ou Viking Valhalla, en termes d'historicité, c'est nul à chier. Voilà. Pourtant, Viking de base, et je parle bien du Viking, hein, c'est une de mes séries préférées. Mais l'histoire, enfin beaucoup de détails des 6 saisons ne collent pas avec ce que j'ai étudié pendant 3 ans, quoi. Il y a énormément de choses qui ne vont pas, et Viking Valhalla ne déroge pas à la règle, et peut-être même un pire que Viking. Je sais même pas, peut-être c'est pire que Viking. En termes de respect de l'histoire. Donc effectivement, quand on cherche à regarder du Viking et Viking Valhalla pour retrouver de l'historicité, eh ben, c'est clairement pas le cas, c'est clairement raté sur ce point-là. Par contre, quand on regarde Viking ou Viking Valhalla pour regarder une sorte de série un peu médiévale, fantasy, puisqu'il y a un peu de magie avec les dieux et tout ça, avec les berserkers qu'on avait pu voir, on en avait vu un dans une saison de Vikings, bref. Quand on le regarde sous ce prisme-là, on peut déjà prendre un peu plus de plaisir à regarder ces séries-là. Moi, honnêtement, quand j'enlève le côté histoire, quand j'enlève de mon cerveau la partie ancien étudiant nordique, j'arrive à prendre du plaisir à regarder. En fait, je me dis juste, voilà, c'est des personnes qui vivent une vie alternative dans une série télé, quoi. Voilà, Leif Erikson qui est censé être parti à l'ouest, hein. Ici il part à Constantinople, ça n'a aucun sens, mais bref, c'est comme ça. En tout cas, voilà, il y a des passages quand même que j'ai pas aimé, hein. Tout le parcours, enfin tout ce qui se passe en Angleterre, globalement, j'ai pas été fan dans cette saison-là. Ce qu'ils font d'Olaf dans cette saison-là, j'ai pas aimé du tout. Par contre, l'histoire d'Harald et de Leif Erikson, j'ai adoré. L'histoire de Freydis et Yorander, j'ai adoré. Harreker, en tant que méchant à Jomsborg, j'ai adoré. Je trouve qu'il est très convaincant et c'est une bonne ordure.
Franchement, j'ai aimé le détester. Euh, Bref, j'ai aimé cette saison. Peut-être que des gens vont trouver que j'ai pas de goût pour aimer Vikings Valhalla, mais en même temps, j'ai binge-watch la série d'un coup parce que je passais un bon moment. Bon, j'étais aussi malade, mais je passais un bon moment. Alors peut-être que c'est parce que j'étais malade que j'ai bien aimé ça, je ne sais pas, mais, mais en vrai, encore une fois, quand je le dis, hein, quand on ne regarde pas la série comme étant une série qui va apporter des faits historiques, je pense qu'on peut aimer parce que les costumes, les décors, c'est magnifique. Bon, c'est un peu trop propre, mais c'est magnifique. Alors je ne demande pas à ce que ce soit dégueulasse et qu'il y ait du sang partout, des trucs comme ça. Mais je veux dire, quand t'as des mecs qui sont là depuis des mois sur un navire à traverser, enfin à faire la route vers Constantinople, qui les mecs sont sur une rivière gelée, qu'ils peuvent pas se laver. Il n'y a pas de douche sur un navire viking, même sur un bateau russe. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de quoi se laver, rien. Et pourtant, les persos, ils sont toujours tout propres, tout beaux. Ça, c'est un gros défaut, mais ça vient pas que de Vikings Valhalla. Dans toutes les séries, c'est comme ça, où les gens sont hyper propres, alors que des fois, ils sont dans des galères, ils sortent de batailles où t'as de la poussière et tout dans tous les sens, mais les mecs sont quand même toujours hyper propres, tranquilles. Euh, T'as l'impression que eux, la saleté, ça ne les atteint jamais dans les personnages de séries télé. Euh, mais à part ça, voilà, les persos, ils sont classe, ils sont stylés. Du côté des Vikings, ils font beaucoup plus Vikings que dans Vikings en termes de style. Surtout les styles des cheveux, parce que le côté capillaire des Vikings dans Vikings, c'était de la grosse daube. Euh, les Vikings ne se coiffaient pas comme ça, ils se rasaient pas la tête comme ça, ils avaient des cheveux longs, une bonne barbe, et voilà. Les Vikings en général, c'était ça, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait dans Vikings. Là, au moins, en termes de côté physique, les Vikings ressemblent un peu plus à ce qu'ils sont censés ressembler normalement. Après, une chose que je déteste, que ce soit dans Vikings Valhalla ou dans Vikings, c'est qu'ils nous cassent les couilles à chaque fois à nous dire oui, on est des Vikings, comme si tout le monde était des Vikings, alors que bordel de merde, être un Viking, c'est pas tout le monde. Les Vikings, ce sont les gens qui prennent la mer à la base pour faire du commerce à l'ouest ou à l'est, mais ça c'est plus des Varegs qui partent faire du commerce à l'est. Mais les Vikings, ce sont les commerçants, ce sont pas les paysans. C'est pas la même chose. Donc moi, à chaque fois que j'entends dans Vikings ou Vikings Valhalla, tout le monde crie en mode ouais, on est des Vikings en parlant de tout le peuple, ça a tendance à m'énerver. Parce que les Vikings, bah, c'est pas le peuple. Les Vikings, c'est ceux qui prennent la mer. C'est pas la même chose. Ceux qui restent dans le pays en tant que paysans, que marchands et tout ça, ce ne sont pas des Vikings. Ça n'a aucun sens d'appeler ces gens-là des Vikings. Mais bon, encore une fois, comme je disais, l'historicité n'est pas du tout là. Euh, mais moi, je sais que ça a tendance à m'énerver. Comme quand on entend le mot Drakkar, ça a tendance à m'énerver aussi. Parce que bah, le Drakkar n'a jamais existé, quoi. C'est juste un petit Français au 17e ou 18e qui a décidé de mettre ça dans sa littérature. Et puis, depuis, en France, tout le monde est en mode ouais, les Drakkars, les Drakkars. Alors que ben, dans les pays nordiques, bah, le mot Drakkar n'existe pas, quoi. Ils ont jamais appelé leur navire comme ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref. En tout cas, on va conclure. Pour moi, c'est une bonne série. C'est pas non plus énorme, énorme, mais je passe des bons moments devant. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2 de Vikings Valhalla. Je vous mets en description ma vidéo de la saison 1 de Vikings Valhalla, qui est un bilan comme celui-ci, mais que j'avais sorti à l'époque où ma chaîne n'était qu'une seule chaîne, donc qui actuellement se trouve sur la chaîne koh lanta et Pékin Express. Donc je vous mettrai le lien. Si vous voulez voir également ce que j'ai pensé de la saison 1, voilà, vous pouvez aller regarder, alors qui sera fait différemment, parce que c'est fait un peu comme j'ai fait que mercredi, avec les bons points, les mauvais points. Donc vous pourrez regarder ça, et je vous mettrai également en lien l'histoire
de séquestration qui s'est passé en Autriche, pour ceux qui veulent vraiment avoir une preuve qu'on peut accoucher comme ça sans aide, au cas où certains trouveraient ça trop abusé. Bref, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à checker les vidéos des autres chaînes Anacalypsis si vous trouvez des sujets qui vous intéressent. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.